Bien, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette matinale sur les actualités sociales qui est un rendez-vous maintenant habituel et attendu au MEDEF. Je suis Marie-Véronique Lumeau, je suis avocat en droit social au sein du cabinet Vogue, qui est un cabinet d'avocats d'affaires à Paris. Alors notre programme est assez riche, on va donc commencer directement par un paysage déjà législatif. Que s'est-il passé sur les 3 derniers mois au niveau légal en ce qui concerne le droit social? On va faire aussi un gros arrêt sur les derniers arrêts en matière de droit social parce qu'il y a pas mal de nouveautés et ce sont des cas pratiques qui finalement intéressent beaucoup les opérationnels. Alors, première nouveauté, c'est toujours le partage de la valeur qui continue d'évoluer avec des dispositions de la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l'entreprise, qui transpose les stipulations de l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023. Donc plusieurs mesures sont prévues pour que la participation devienne de plus en plus systématique dans les entreprises et visant donc l'obligation pour des entreprises de prendre des dispositions en vue de partager les bénéfices exceptionnels et d'attribuer des primes, jusqu'à 2 primes de partage de la valeur par an, etc. Donc on a de nouveaux dispositifs dans cette loi qui sont axés autour de 4 directions. D'abord, le dialogue social sur les classifications devra être renforcé. Puis, des mesures de simplification sont prises. Alors, on a toujours un peu peur quand on entend mesures de simplification, parce que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est l'objectif. On a aussi des mesures qui visent à faciliter la généralisation des outils de partage de la valeur et des mesures visant à développer l'actionnariat salarié. Alors, premier axe, renforcer le dialogue social sur les classifications. Ça veut dire quoi? La loi prévoit 2 directions. D'abord, l'ouverture d'une négociation sur la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l'objectif d'assurer l'égalité hommes-femmes également avant le 31 décembre 2023 pour les branches n'ayant pas procédé à cet examen depuis plus de 5 ans. Donc les entreprises, nombreuses entreprises ne l'ont pas, ni branches ne l'ont pas fait, ne l'ont pas mis encore en œuvre, mais ça devra être mis en œuvre, sans quoi il y aura probablement des rappels. Et notamment des sanctions de manière peut-être sur les dégrèvements fiscaux, URSSAF, cotisations sur les primes qui seraient versées si cette négociation n'a pas été mise en œuvre. Deuxième axe, les branches doivent, avant le 31 décembre 2024, établir un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l'amélioration de la mixité des emplois, avec des propositions visant à améliorer l'accompagnement des entreprises dans l'atteinte de l'objectif. Donc, mixité des emplois. Donc, ces 2 axes visent à travailler sur la classification. On retrouve ces 2 dispositions dans le cadre du partage de la valeur pour effectivement ouvrir au plus grand nombre l'accès à la participation. Le principe de non-substitution de la participation du salarié est renforcé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la participation, les sommes versées au titre de la participation ne doivent pas remplacer un élément de salaire, naturellement. Donc ça va de soi, mais c'est remplacé par la loi. L'idée, c'est encore une fois de ne pas remplacer un élément de salaire, soit une augmentation collective, des augmentations collectives, soit des augmentations individuelles, par un élément de la participation qui bénéficierait d'une exonération de cotisations sociales
Donc ce principe de non-substitution est vraiment rappelé dans la loi et sera figé sur une durée de 12 mois. C'est-à-dire que dans les 12 mois qui précèdent la participation, il ne faudra pas qu'un élément de salaire, donc augmentation collective ou individuelle, ait été supprimé au profit d'une participation, d'un élément de participation. Et il est vrai qu'on a constaté que parfois des primes annuelles un petit peu récurrentes étaient désormais remplacées par des primes de partage de la valeur pour pouvoir bénéficier de ce régime social bienveillant. Et finalement, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'ajouter quelque chose au profit des salariés et non pas de le substituer. Donc la sanction, c'est que si la substitution d'un élément de salaire par la prime de partage de la valeur intervient dans les 12 mois, il y aura réintégration de cette participation sous forme de salaire et donc rattrapage de cotisations sociales. Alors, des dispositions sont prises selon la taille de l'entreprise et dans les entreprises de moins de 50 salariés, elles peuvent mettre en place un régime de participation dérogeant à la règle d'équivalence des avantages consentis aux salariés, soit par application d'un accord de participation d'entreprise et de participation volontaire, soit par application d'un accord de participation d'entreprise, par le biais d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale dès lors que ça aurait été prévu par un accord de branche. Alors, les entreprises déjà pourvues d'un régime de participation volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent déroger à la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation qu'en concluant un nouvel accord. Donc c'est possible, mais il faudra revoir l'accord et la formule de participation. Alors cet accord doit être conclu avant le 30 juin 2024 pour l'entreprise qui souhaiterait mettre en place dès maintenant, dès l'exercice en cours, la participation. Alors rappelons que ce dispositif est à titre expérimental pour une durée de 5 ans qui court à compter du 29 novembre 2023. Toujours dans les entreprises de moins de 50 salariés, des dispositifs sont prévus et la loi laisse une option entre un régime de participation et un régime d'intéressement. L'obligation sera réputée remplie si l'un de ces dispositifs existe déjà au sein de l'entreprise. Seules sont exclues de ces mesures les entreprises individuelles ou libérales ou encore certaines entreprises qui relèvent du statut de société anonyme à participation ouvrière, qui est un régime, qui est un type d'entreprise qu'on rencontre encore assez peu. Donc ces dispositifs devront être mis en place obligatoirement dès lors que le bénéfice net fiscal sera égal au moins à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Voilà, donc dès lors qu'on aura atteint ce seuil, un mécanisme de participation parmi l'un des 4, un régime de participation, intéressement, abondement au plan d'épargne ou prime de partage de la valeur devra être mis en place obligatoirement et c'est en vigueur, la date d'entrée en vigueur, ce sera le 1er janvier 2025. Donc il faut déjà se préparer pour notamment prévoir des accords collectifs et là encore on est sur un dispositif expérimental. Les 3 années, c'est les 3 années à venir ou c'est les 3 années Alors ce sera les 3 années à partir de la date d'effet de l'accord collectif en fait. Mais en tout cas ce sera consécutif. Donc on peut prévoir, j'imagine, on peut très bien concevoir un accord qui prévoit un exercice 2024, 2025, 2026. Dès lors que l'accord collectif intervient avant le 1er janvier 2025, on sera dans le calendrier requis et la mise en œuvre pourra intervenir plus tard. Alors un changement dans les entreprises de plus de 50 salariés également sur le mécanisme de mise en place de la participation. Jusqu'à présent, les entreprises de plus de 50 salariés n'avaient pas à mettre en place
immédiatement un système de participation si elle bénéficiait déjà d'un accord d'intéressement. La participation ne devenait obligatoire qu'au 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation. Donc on avait ce laps de temps de 3 ans qui permettait effectivement de retarder la mise en place de la participation avec un accord d'intéressement dont la formule était en général moins favorable aux salariés que la formule de la participation. Ce report de la durée de 3 ans est supprimé par la loi du 29 novembre 2023 et l'obligation mettant en place donc l'obligation de mettre en place un accord de participation dès à présent, même lorsqu'on a déjà un accord d'intéressement. Les entreprises qui au 1er décembre 2023 ne sont tenues d'appliquer qu'un régime de participation qu'à compter du 3e exercice clos conservaient ce bénéfice jusqu'à la fin de ce 3e exercice. Donc ce n'est pas d'application immédiate. On bénéficie de la fin du delta des 3 années en cours avant de mettre en place le régime de participation. Alors, quelques précisions sur la prime de partage de la valeur. Ça concerne toutes les entreprises, donc de plus de 50 salariés, qui disposent d'au moins un délégué syndical. Et dans ces entreprises, elles doivent négocier donc, la définition d'une augmentation exceptionnelle de leurs bénéfices. Qu'est-ce que l'augmentation exceptionnelle? Donc ça va être eh bien, l'objet de la discussion collective, de l'accord collectif, où là, la créativité et les propositions seront intéressantes. Et aussi le partage de la valeur qui en résulte pour les salariés. Donc cette mesure s'applique dès la prochaine négociation sur la participation et sur l'intéressement. Donc, et de façon immédiate. Donc la participation obligatoire élargie, mais avec une marge de discussion au niveau de l'accord collectif pour faire du sur-mesure en fonction de chaque activité et de chaque bilan également de chaque résultat. Alors pour les entreprises qui sont déjà dotées d'un accord d'intéressement ou de participation, cette nouvelle obligation doit être engagée avant le 30 juin 2024. Donc on y est, il faut programmer ça dans les agendas de la discussion collective. S'il vous plaît, oui. comprendre, la cumul accord d'intéressement et accord participation aujourd'hui dans les entreprises de plus de 5 ans en fait. Oui, les deux. C'est ça, exactement. Alors, ça reste toujours optionnel en dessous, mais ça devient obligatoire dans les entreprises de plus de 50, ouais. En tout cas. Voilà. Quelques précisions également encore sur le partage de la valeur qui peut être mise en œuvre. La prime de partage de la valeur peut prendre plusieurs formes. Hein, ce n'est pas forcément une prime monétaire versée sur le bulletin de salaire comme des primes annuelles ou aléatoires. Donc ça peut être un supplément de participation. Ça peut également prendre la forme d'un supplément d'intéressement lorsque l'intéressement existe dans l'entreprise. Et puis, la loi prévoit également la possibilité d'ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place ce dispositif d'intéressement s'il n'existe pas. Et ça, ce nouveau dispositif d'intéressement entrera dans le mécanisme de partage de la valeur. Donc, comme je vous le disais, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice et définition des modalités du partage du bénéfice avec les salariés, la négociation collective devra définir comment les salariés accéderont à une partie de ce bénéfice. Excusez-moi, j'avais compris qu'on avait une obligation de négociation, mais pas forcément une conclusion. Alors, ce sont les règles du mécanisme de l'accord collectif. L'objet de la loi, c'est quand même la mise en place de cet accord. On va retomber sur les règles de l'accord collectif, hein, avec peut-être un procès verbal de désaccord et puis après la possibilité de mettre en place un accord unilatéral avec un référendum selon la taille de l'entreprise, en fait. Mais l'idée, c'est quand même d'aboutir à un mécanisme de partage de la valeur.
l'entreprise ne pourra pas se contenter d'un procès-verbal de désaccord. Hein, ce serait biaiser quelque part l'objectif du législateur. Excusez-moi, Oui. ça veut dire que désormais on a l'obligation d'avoir un accord portant sur l'intéressement, parce que jusqu'à présent c'était facultatif, la participation était obligatoire, l'intéressement ne l'était pas. Alors l'intéressement, ça reste un mécanisme de partage de la valeur, si vous voulez. Si vous avez dans l'entreprise d'autres mécanismes de partage de la valeur qui sont un supplément de participation, un supplément d'intéressement, ou alors un accord d'intéressement qui est mis en place par négociation collective, vous remplissez votre objectif. C'est quand même, l'entreprise a quand même le choix, l'option des modalités de partage de la valeur. Mais qu'est-ce qu'on entend par supplément de la participation? Parce que si on a un accord avec les règles, avec la formule de calcul légale par exemple, donc on applique strictement la loi. Oui. Si on n'a rien d'autre à côté, ça veut dire qu'on doit négocier des choses en plus? Alors, si vous avez déjà un accord d'intéressement, si on n'en a pas. Si vous n'avez pas d'accord d'intéressement, il faut mettre en place un mécanisme de partage de la valeur, qui peut être un accord d'intéressement, ou alors qui peut être une prime annuelle ou un mécanisme, un supplément de participation. Donc ce n'est qu'une modalité de partage de la valeur. D'accord ? Voilà. Et c'est là où la négociation collective se fait et ouvre de la souplesse sur la définition du partage, du bénéfice et des modalités et du montant de la prime. En fait. Donc ce n'est pas en soi une obligation de mettre en place un accord d'intéressement. En revanche, l'obligation porte sur le partage de la valeur et c'est une modalité qui est ouverte. D'accord. Excusez-moi. Lors des NAO, généralement, c'est un sujet qui est mis en avant et sur lequel on négocie déjà le partage de la valeur. Est-ce que cela fait foi ou malgré tout si l'objet et l'ordre du jour, c'est déjà le partage de la valeur, vous aurez déjà rempli votre objectif, en fait. Donc les NAO suffisent si on... Les NAO, c'est un endroit de négociation collective. Si l'ordre du jour porte sur le partage de la valeur, il n'y a pas d'obligation supplémentaire de négocier, en fait. Alors un rappel, mais il n'y a pas de modification sur les montants de partage de la valeur et les valeurs d'exonération. 3 000 € par an et par salarié et 6 000 € par salarié et par an si l'employeur met en œuvre à la date du versement des primes ou s'il a conclu un dispositif d'intéressement ou de participation. Et les primes peuvent être versées en 2 fois par année civile. Et les plafonds d'exonération s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des versements effectués sur l'année civile. Ce n'est pas 2 fois 3 000 €, bien sûr. Donc, il n'y a pas de changement sur ce mécanisme-là, donc je ne m'y arrête pas. On avait déjà fait une intervention sur le sujet. Alors, des précisions ensuite sur les liens entre la prime de partage de la valeur et l'épargne salariale. Le mécanisme d'exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu pour les primes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 est prorogé jusque donc au 31 décembre 2026. Cela concerne les primes versées par les entreprises de moins de 50 salariés ayant perçu au cours de l'année précédant le versement de cette prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC. Donc ça, c'est prorogé pour 3 ans supplémentaires. Les sommes issues de la prime de partage de la valeur ou d'épargne salariale peuvent être affectées à un PEE ou à un PER. Les précisions doivent être là apportées dans un décret qui n'est pas encore paru à ce jour. Et l'exonération d'impôt concerne l'ensemble des salariés lorsqu'ils décident d'affecter leur prime sur un de ces mécanismes d'épargne salariale ou de retraite et dans la limite de 3 000 ou de 6 000 € selon la situation des entreprises.
l'ensemble des salariés, c'est y compris ceux qui sont au-delà de 3 SMIC annuels? Alors, jusqu'à présent, vous pouvez quand même verser. Il y avait des exonérations de cotisations, mais c'était possible de verser. Alors, c'est possible de verser, mais ça reste effectivement exonéré à hauteur de ces seuils, en fait, qui n'ont pas été changés, en fait. Hein. Et si l'entreprise a plus de 50 salariés, ce dispositif ne s'applique pas, donc dorénavant, c'est imposable? Alors oui, au-delà effectivement de ces dans ces seuils-là. Exactement. Oui, alors là on a une prorogation. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors la loi poursuit donc son travail de partage de la valeur en permettant aux entreprises dépourvues de dispositifs d'épargne salariale ou les groupes d'entreprises de mettre en place un plan de partage de valorisation sur une durée de 3 ans. Cette possibilité est conditionnée à l'augmentation de la valeur de l'entreprise sur une période de 3 ans. Donc là, on vise à ouvrir un petit peu l'actionnariat et les salariés pourront être rémunérés proportionnellement à la valorisation de l'entreprise. Donc là encore, on va se baser sur une négociation collective. C'est une possibilité, cette fois, pour permettre aux salariés d'accéder à un statut qui leur permet d'être rémunérés en fonction de la valorisation de l'entreprise, sous forme de versement d'une prime qui ne pourra pas excéder 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc c'est un bon mécanisme aussi d'intéressement, naturellement, et de fidélisation des collaborateurs dans les entreprises où la volatilité des talents est un peu pose problème. Alors ce dispositif est dans l'attente de mise en place d'un décret. Nous n'avons pas les modalités pratiques encore, mais c'est quelque chose qui va probablement apparaître dans les mois, voire dans les semaines à venir. Deuxième volet, donc le premier volet, je vous le rappelle, c'était donc ce volet visait à généraliser les outils de partage de la valeur, donc étendre la participation, l'intéressement et la valorisation de l'entreprise. Troisième axe, simplification de la mise en place des dispositifs de partage de la valeur par notamment le recours à des systèmes d'avance sur intéressement et sur participation à compter du 1er décembre 2023. Les avances nécessitent l'autorisation expresse du bénéficiaire. La périodicité ne peut pas être inférieure à 1 trimestre et l'éventuel trop perçu sera récupéré par retenue sur salaire, mais toujours dans le cadre du mécanisme du 10e maximum de récupération sur le salaire en cours. On attend encore le décret qui précisera ce mécanisme d'avance. En ayant toujours en tête aussi le principe de non-substitution à un élément de salaire. Donc le risque, c'est qu'on remette un peu de la confusion entre une avance sur un intéressement à la place d'une augmentation peut-être collective qui sera revue à la baisse. Donc il y aura peut-être des mécanismes de contrôle prévus dans le décret. Et enfin, les plafonds d'attribution d'actions gratuites sont réévalués. Le plafond global du nombre d'actions pouvant être attribuées aux salariés est relevé de 10 à 15% et jusqu'à 20% dans le cadre des PME. S'agissant des plans d'épargne salariale et de retraite, les règlements de ces plans doivent proposer des fonds supplémentaires finançant la transition énergétique ou répondant aux critères d'investissement socialement responsables. Là encore, on attend des précisions par décret. Donc voilà, beaucoup de nouveautés sur la prime de partage de la valeur, enfin plutôt des précisions. On affine le mécanisme et on l'étend
en laissant la place à la négociation collective pour que chaque entreprise puisse mettre quelque chose, un mécanisme ad hoc qui soit vraiment mis en œuvre et qui ne reste pas quelque chose d'assez théorique. C'est l'objectif, c'est l'esprit de la loi. Ensuite, donc voilà pour cette loi du 29 novembre 2023. Ensuite, on a une loi une loi qui remonte à pratiquement un an déjà, du 9 mars 2023, qui avait pour objet d'obliger les entreprises à mentionner des informations nouvelles aux salariés dans le contrat de travail. Donc je ne vais pas vous les relire, je vous les ai mis, vous les avez sous les yeux. Ce qui est précisé, un rappel, c'est qu'en cas de non-respect de ces dispositions écrites, le salarié devra mettre en demeure l'employeur de communiquer ces éléments et, le cas échéant, de compléter ceux qui lui ont été remis. Donc c'est une obligation d'information ferme, mais avec une sorte de droit de rattrapage pour l'employeur s'il ne l'a pas fait. On n'est pas dans le cadre, par exemple, d'un contrat de travail à temps partiel où la sanction est beaucoup plus stricte pour un employeur qui n'a pas la possibilité de préciser les horaires de travail, par exemple, sans l'accord du salarié. Donc ce sont des obligations informatives. Autre disposition sur l'obligation d'information sur les CDI à pourvoir. À la demande du salarié temporaire ou titulaire d'un CDI justifiant d'une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans l'entreprise devra lui communiquer la liste des postes à pourvoir en CDI. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une demande du salarié. C'est sur demande du salarié. Nouvelle durée des périodes d'essai. Donc on a maintenant bien en tête que la loi a supprimé la dérogation qui autorisait les branches à conserver des durées de période d'essai plus longues que les durées légales, dès lors que des accords collectifs avaient été conclus avant le 26 juin, dès lors que des accords collectifs le prévoyaient. Alors, les branches avaient jusqu'au 9 septembre 2023 pour se mettre en conformité. Et depuis, les durées des périodes d'essai étaient alignées sur la durée légale. On conservait donc une durée maximale totale de 6 mois de période d'essai. Cette loi du 9 mars 2023 maintient pour les cadres la possibilité de prévoir par accord de branche étendu seulement une période d'essai de 8 mois maximum, donc 2 fois 4 mois. Donc s'il n'y a pas d'accord de branche étendu, on en revient aux durées légales maximales de 3 fois 2 mois, c'est-à-dire 6 mois maximum de durée de période d'essai. Donc en principe, on peut considérer que les durées de période d'essai de 2023 sont apurées quasiment, ou quasiment en cours de fin, même pour celles qui sont arrivées, qui étaient d'une durée de 8 mois, qui étaient à l'époque donc du coup illégales. Alors, la loi de finances 2024 contient quelques dispositions RH que nous allons voir ici, qui concernent les frais de transport et des mesures assez variées, là encore concernant les cotisations et je dirais un objectif d'amélioration de la vie des salariés. Alors, première disposition concerne les frais de transport et le forfait mobilité durable et la prime transport. La loi proroge jusqu'au 31 décembre 2024 des règles dérogatoires qui existaient en 2022 et 2023 en matière de prime transport et forfait mobilité durable, exonération de cotisations, de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu, de la prime transport et du forfait mobilité durable. Possibilité d'attribuer la prime transport à l'ensemble des salariés,
engageant des frais de carburant ou des frais d'alimentation de véhicules électriques, et possibilité de cumul de la prime transport avec la prise en charge obligatoire de 50% des abonnements de transport public. Le forfait mobilité durable, ces dispositions sur le forfait mobilité durable et prime transport cesseront d'être applicables au 1er janvier 2025. C'est la date qui est arrêtée aujourd'hui. On verra si c'est prorogé. Il y a de nombreux mécanismes en faveur de la mobilité, des mobilités durables et du développement RSE qui sont finalement prorogés. Mais aujourd'hui, pour bénéficier de l'exonération totale, l'employeur doit rapporter la preuve de l'utilisation des sommes allouées. Donc ce forfait, je vous l'ai mis dans ce tableau, forfait prime transport ou forfait mobilité durable, c'est 700 € pour cette année et puis 600 l'année prochaine, dont une prime carburant ou recharge électrique, 400 € par an et 300 € par an, exonérés de cotisations sociales. Ces primes sont soumises donc à justificatif et il est de la responsabilité des employeurs de collecter les justificatifs pour ne pas subir un contrôle, voire un redressement URSSAF et fiscal naturellement par la suite. Alors quelques mesures qui semblent anecdotiques mais qui ont le mérite d'exister, c'est la défiscalisation des pourboires. Quand il y a eu un fort contentieux sur les pourboires, notamment pour les casinos ou les établissements de jeux, où ça fait partie d'une grande partie de la rémunération, c'est une composante importante de la rémunération. Donc là, la loi exonère d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales les pourboires. Ça existait depuis 2022, c'est prorogé aussi pour 2024. Il est possible que ce soit encore prorogé, mais aujourd'hui, donc, c'est figé dans la loi et ça n'est plus soumis à la jurisprudence. Pour Paris et la petite couronne, le taux plafond du versement mobilité est relevé de 0,25 points et porté à 3,20% à Paris et les départements limitrophes. Et enfin, création d'une sous-catégorie jeunes entreprises de croissance qui pourront bénéficier d'exonération de cotisations, une cotisation foncière des entreprises et du paiement de la taxe sur les propriétés bâties. On attend le décret concernant ces exonérations, donc dans l'objectif de favoriser l'entrepreneuriat. La loi prévoit aussi des dispositions, des dispositifs de soutien à certains territoires ruraux et à la politique de la ville pour soutenir l'entrepreneuriat dans certains secteurs, des mécanismes de régime par zone rurale et proche de ville sont prorogés. Les salariés en contrat de professionnalisation et d'apprentissage mis à disposition par un groupe d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil du nombre des salariés à partir duquel la CSA est due annuellement. Ça, c'est une nouveauté. Et la loi prévoit le maintien du cumul de la majoration pour la vie autonome et du complément de ressources pour les personnes perdant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé du fait de l'augmentation du montant de leur retraite. Donc là encore, on attend un mécanisme, des dispositions précises dans le cadre de décret. Ça, c'était la loi de finances et les mesures RH. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit également certaines mesures RH qui concernent notamment le régime social des indemnités de rupture conventionnelle individuelle.
Alors, c'est en place, ça concerne les indemnités versées depuis le 1er septembre 2023 dans le cadre de ruptures conventionnelles. Donc, il n'est plus nécessaire de distinguer, selon que les salariés sont en droit ou non, de bénéficier d'une retraite légale de base, même lorsqu'elles sont imposables. Avant, il y avait un régime, effectivement, qui prévoyait une distinction selon ce régime. Aujourd'hui, il y a une unification. Les IRSI sont exclus de l'assiette de cotisation sociale dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et à hauteur du montant le plus élevé. Et alors là, il y a 3 possibilités que je vous ai indiquées et qu'on retrouve effectivement, ce sont les mêmes que les montants d'exonération à l'impôt sur le revenu des indemnités de rupture en cas de licenciement abusif ou en cas d'indemnité transactionnelle. Donc, montant spécifique de l'indemnité prévue pour ce motif de rupture ou le montant de l'indemnité légale ou indemnité conventionnelle, ou alors le montant total des indemnités versées, ou alors le double du montant de la rémunération brute perçue l'année civile précédant la rupture du contrat de travail. Donc, il y a une exonération dans la limite de 2 passes et à hauteur du montant du plus élevé de ces 3 montants. Donc pas de cotisation sociale. Mais le montant de l'indemnité exclu des cotisations sociales, donc qui serait en deçà de ces seuils, est désormais soumis à une contribution patronale d'un montant de 30%. L'IRSI est également exonéré de CSG-CRDS dans la limite du montant le moins élevé entre le montant spécifique de l'indemnité, donc indemnité légale ou indemnité conventionnelle, et le montant exclu de l'assiette de cotisation de sécurité sociale qui est au maximum de 2 passes. Donc il y aura une exonération de CSG-CRDS à concurrence du différentiel jusqu'à 2 passes. Okay, donc d'un point de vue financier, la rupture conventionnelle, finalement, du fait de ce nouveau régime et de la contribution patronale de 30%, devient un peu plus lourde en termes de cotisation sociale. Et c'est vrai qu'il y avait un nombre absolument considérable de ruptures conventionnelles qui venaient parfois se substituer à des mécanismes de licenciement qui auraient pu être justifiés par un motif économique, par exemple. Donc ça vise aussi à rétablir un certain équilibre entre les modes de rupture et à ne pas faire de la rupture conventionnelle le mode systématique de rupture des contrats de travail. Oui. Ça veut dire que si je signe une rupture conventionnelle dont le montant est égal à l'indemnité légale ou conventionnelle, oui, dans la limite des passes, oui, je ne suis pas soumis à cotisation, ça veut dire que je ne paye pas de forfait social? Exactement. Voilà. Le forfait social de 20% précédemment, il était applicable à ces sommes? Alors là, on nous dit que le montant de l'indemnité exclu de l'indemnité de cotisation est soumis à contribution. Donc il est plus favorable. Donc, le montant est plus élevé, puisqu'on parle de 30%, mais c'est au-delà du montant de l'ICL. Quelques dispositions sur la suppression du délai de carence concernant les arrêts de travail pour les femmes ayant subi une interruption médicale de grossesse. Donc il n'y aura pas de délai de carence, ce sera applicable à partir du 1er juillet 2024 au plus tard, mais nous attendons le décret. Une disposition également sur les arrêts de travail délivrés au cours de téléconsultations. Le cadre de la prescription est renforcé puisque la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail par téléconsultation est limité à 3 jours. Et la prolongation est également, ne pourra pas porter la durée à plus de 3 jours. Donc un contrôle sur les arrêts soumis par téléconsultation.
Et cette limitation ne s'applique pas dans les cas suivants. Donc, première exonération, l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant du salarié, donc qui pourra octroyer des arrêts plus longs que 3 jours, mais sous la condition qu'il s'agit du médecin traitant ou de la sage-femme référente du salarié malade, ou alors en cas d'impossibilité dûment justifiée, je ne sais pas ce que ça veut dire, par le patient de consulter en présentiel un médecin pour prolonger un arrêt de travail déjà prescrit. Donc on peut imaginer que le salarié est complètement immobilisé, que le patient est complètement immobilisé, que son médecin traitant n'est pas téléconsultable, voilà. Donc, mais il faudra pouvoir en justifier. Donc garder des captures d'écran, j'imagine, des plateformes de téléconsultation, ou je sais pas, ce sera un petit peu compliqué à justifier. Alors, restons dans le domaine médical avec cette disposition de la loi du 7 juillet 2023 qui renforce la protection sociale des femmes victimes d'une fausse couche contre le licenciement. C'est une nouveauté puisqu'il est désormais interdit de licencier une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d'aménorrhée incluse. Alors, il faudra que la salariée ait justifié de son état de grossesse pour pouvoir bénéficier de cette protection contre le licenciement qui n'entrera quand même, enfin, qui ne protège pas les licenciements en cas de faute grave. Donc sur le plan disciplinaire, il n'y a pas cette protection. Et également lorsqu'il y a impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'interruption de grossesse, par exemple un motif économique qui justifierait, enfin qui permettrait de faire un licenciement. Si la salariée est en CDD, donc cette mesure ne fait pas obstacle à l'échéance du CDD qui interviendrait dans cette période de 10 semaines naturellement. Et cela s'applique depuis le 9 juillet 2023. Alors, pour rappel, les nouvelles valeurs du SMIC et le plafond annuel de sécurité sociale, donc c'est quasi automatique. Ce qu'il faut relever, c'est l'augmentation du PASS, qui passe à 46 372 000 euros. Donc, on franchit le seuil des 92 000 euros. C'est important naturellement pour les seuils d'exonération, les négociations, les ruptures conventionnelles, etc. Et puis, création de France Travail. Nous avons dit au revoir à Pôle emploi, qui est remplacé par France Travail, qui porte un message plus positif et qui a pour objectif de proposer un meilleur accompagnement aux salariés demandeurs d'emploi et de renforcer l'accompagnement également des entreprises dans les processus de recrutement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des différences concrètes dans le réseau France Travail. Ce qu'il faut noter, c'est la création de comités nationaux pour l'emploi et de comités territoriaux pour l'emploi qui intégreront des entreprises pour favoriser le retour à l'emploi et une aide de facilitation du recrutement pour les entreprises. Vous avez vu que le paysage législatif contient pas vraiment des nouveautés, mais plutôt des précisions, des élargissements. On attend des décrets, donc cette fin d'année n'était pas, je dirais, très riche en nouveautés législatives. Motif pour lequel j'ai choisi de faire un gros focus sur l'actualité jurisprudentielle en vue de voir effectivement des cas concrets finalement pour vous aider aussi dans les orientations quotidiennes. Alors premier thème, j'ai répertorié les arrêts récents sur le licenciement. Et j'ai retenu un arrêt du 17 janvier 2024, une série d'arrêts du 17 janvier 2024, vous allez voir,
sur le licenciement. Est-ce que l'employeur peut licencier un salarié pour faute grave et insuffisance professionnelle dans la même lettre? Oui, nous dit la Cour de cassation. Alors on sait qu'on peut invoquer dans une lettre de licenciement plusieurs motifs, un motif disciplinaire et des faits d'insuffisance professionnelle, mais le risque, c'était que voilà, tout était rejeté par la juridiction prud'homale et que le licenciement puisse être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que la Cour de cassation fait la part des choses et dans la continuité des juges du fond, eh bien la juridiction statue sur la faute grave, considère que la faute grave n'est pas constituée, mais que sur le second motif qui portait sur des faits d'insuffisance professionnelle, le motif est constitué et donc le licenciement est validé. Il ne s'agit pas d'un licenciement pour faute grave, mais alors qu'on aurait pu imaginer jusque-là que le Conseil de prud'homme dise licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le tout, le Conseil de prud'homme considère là que même s'il n'y a pas de faute grave alors qu'elle était visée dans la lettre de licenciement, on a un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Donc l'employeur a surqualifié le licenciement et finalement qui est déclaré quand même comme valable. Donc c'est un arrêt intéressant en ce sens sur la coexistence des motifs. Alors une limite, c'est sur la coexistence de ces motifs. Ça ne peut s'impliquer que s'il s'agit d'un motif inhérent à la personne du salarié. Et s'il s'agit d'un motif personnel à la personne du salarié, inhérent à la personne du salarié, par exemple insuffisance professionnelle, et un motif inhérent à l'entreprise, un motif économique, cette fois cette coexistence ne fonctionne pas. Il faudra que l'employeur se positionne sur l'un des motifs, évidemment. On ne peut pas dire je vous licencie pour motif économique parce que mon entreprise a des difficultés économiques, mais de toutes les façons vous êtes en insuffisance professionnelle, donc je vous licencie aussi pour ça. Voilà, ça c'est pas possible. Ok ? Deuxième arrêt du 17 janvier 2024. L'employeur peut-il licencier un salarié pour une faute commise en raison de son état de santé? Alors, cela va de soi. Non, nous dit la Cour de cassation, un salarié ne peut pas être licencié en raison de son état de santé, même si son comportement a eu une incidence négative sur le service ou sur l'entreprise, mais dès lors que ce comportement est lié à une pathologie médicale. Donc il y a une sorte d'immunité médicale pour le salarié qui aurait un comportement qui dans l'entreprise, lui porterait préjudice. Donc il y a une sorte de protection du salarié à raison de son état de santé qui l'amènerait à commettre certains faits qui pourraient, sans cet état de santé, l'objet d'un licenciement. Toujours sur le licenciement, c'est un arrêt du 29 novembre 2023. L'employeur peut-il licencier un salarié étranger pour absence de demande de renouvellement de son titre de séjour obligatoire? Oui, nous dit la Cour de cassation. L'absence de renouvellement constitue une cause objective de rupture du contrat de travail. L'employeur qui ne procède pas à ce licenciement se livre à une infraction de travail illégal. Cependant, il y a une tolérance puisque après l'expiration du titre de séjour, l'employeur peut ne pas licencier le salarié dans les 3 mois suivant la date de l'expiration si le salarié justifie qu'il a fait sa demande de renouvellement dans les 2 mois précédant l'expiration du titre de séjour. Donc il n'a pas encore eu son renouvellement, mais justifie qu'il l'a demandé dans les 2 mois précédant l'expiration. À ce moment-là, l'employeur n'est pas obligé de procéder à ce licenciement. Mais dans l'autre cas, effectivement, eh bien, l'employeur a l'obligation de procéder à ce licenciement. Qu'est-ce que vous pensez des employeurs qui suspendent les contrats de travail en attendant que le salarié obtienne son titre de séjour?
Alors c'est une option intéressante qui n'est pas prévue par la loi. La suspension du contrat de travail, on pourrait considérer que ça fonctionne un petit peu comme le congé sabbatique. Effectivement, j'ai pas vraiment de retour, j'ai pas du tout de retour jurisprudentiel sur le sujet en réalité, mais ça pourrait être une solution. Ça peut être une solution. Elle n'est pas prévue par la loi, elle n'est pas expressément interdite. Mais on peut quand même se demander dans quelle mesure l'employeur ne participerait pas à la prolongation d'une situation qui est potentiellement illégale. Si le salarié justifie qu'il a demandé son renouvellement, je pense que l'employeur ne se met pas en risque. En revanche, s'il suspend le contrat de travail d'un salarié qui ne justifie pas avoir fait les démarches pour renouveler son titre de séjour, déjà, je ne vois pas quel est l'intérêt de la suspension, puisque la suspension, c'est dans l'attente d'un événement, donc là, qu'on peut attendre longtemps. Voilà, je pense que c'est un peu lié au renouvellement, quand même. Hein. Mais, enfin, à la justification qu'il y a des démarches positives qui ont été faites. Et ça Moi, l'employeur n'a pas d'obligation de prévenance. C'est-à-dire que ça appartient vraiment au salarié absolument. de faire cette démarche. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, exactement. Parce que, bon, effectivement, le document, le titre de séjour est un élément, une pièce du dossier, mais il n'appartient pas à l'employeur de faire les démarches de prévenance ou même de sollicitation du collaborateur. Voilà. En revanche, pour ne pas être entré en travail illégal, l'employeur doit quand même avoir un registre ou un mécanisme de surveillance interne pour ne pas être employeur de salariés dont les titres de séjour sont arrivés à expiration. Voilà. Et si c'est le cas, s'ils n'ont pas procédé au licenciement, ils se retrouvent en situation de travail illégal. Voilà. Donc il y a quand même une obligation sur la tête de l'employeur, qui ne va pas jusqu'à prévenir le collaborateur, mais qui est une obligation de surveillance interne. Et lorsqu'il y a une demande de séjour qui a été faite du coup, par le salarié, mais que sa demande de séjour n'a pas été encore acceptée, soit elle a été acceptée, il n'en est pas en possession, soit elle n'a pas été acceptée, il y a un délai ou pas pour l'employeur en attendant que ça passe, ou pour le moment il n'y a rien qui a été mis en place? Alors là, on s'aligne sur je dirais, le délai, enfin la tolérance de 3 mois. Je pense que voilà, si le licenciement n'a pas eu lieu, alors il y a deux choses. S'il ne le licencie pas dans cette tolérance de 3 mois, il est potentiellement en situation de travail illégal. Bon, le temps du constat, alors il peut y avoir un constat de l'inspection du travail, c'est là le risque le plus immédiat, hein, ou alors une situation de dénonciation, mais ça prend quand même un certain temps pour être mis en œuvre. Ce qui fait que s'il y a une régularisation qui intervient avant le contrôle, pour moi, il n'y aura pas de... potentiellement, il y a une situation de risque et de responsabilité de l'employeur, mais les sanctions ne seront pas appliquées si la régularisation, si le renouvellement a eu lieu, en fait, il me semble, hein, mais bon. Voilà. Et en cas de licenciement, on doit respecter la procédure de licenciement classique. Oui, tout à fait. Alors, comme le salarié n'a pas le droit de travailler, cela justifie une dispense de travail. Hein. Voilà, il n'y a pas de travail. Donc, on n'est pas se mettre en situation... demander, ne pas dispenser le travail, c'est concourir à une opération de travail illégale, quelque part. Mais on doit respecter les entretiens préalables. Oui, tout à fait. Et les délais entre l'envoi du courrier. Oui, exactement. En revanche, il n'y a pas de préavis. On ne peut pas travailler. Hein, voilà. C'est interdiction de travailler. Oui. Voilà. Donc pas de préavis. Entre le moment où on envoie la lettre et le moment où il y a l'entretien, ça veut dire qu'on le met à pied? Alors, ce n'est pas une mise à pied disciplinaire, puisqu'on n'est pas sur le terrain disciplinaire. Moi, je vous recommanderais de faire une dispense de travail. Dispense de travail parce que on n'est pas sur le terrain disciplinaire, donc la mise à pied, c'est vraiment disciplinaire. On est sur un motif de rupture objectif.
le salarié n'a pas le droit de travailler. Donc vous ne pouvez pas lui demander de travailler. Donc il faut le dispenser. Voilà. Après, faut-il le payer, faut-il ne pas le payer? Comme il n'y a pas de travail, on peut penser qu'il n'y a pas de salaire. Après, c'est un peu au cas par cas. S'il vous a justifié qu'il a fait sa demande de renouvellement dans les 2 mois, qu'il y a un retard de l'administration, voilà, peut-être que le salaire doit être payé quand même, quoi, hein. Voilà. Si en revanche vous avez quelqu'un qui ne justifie pas d'avoir fait la moindre démarche pour renouveler son titre, je dirais là on est plus dans le cas par cas, quand même. Tranché par la jurisprudence. Alors, j'ai sélectionné ici un arrêt du 6 septembre 2023. L'employeur peut-il licencier un salarié à la suite d'un contrôle d'un client mystère? Donc, c'est intéressant parce que là, il y a une vague d'arrêts juste après sur les méthodes probatoires des faits fautifs. Hein. On a de la jurisprudence qui est nouvelle, donc ça en fait un peu partie. L'employeur envoie un client mystère qui essaie un peu de piéger le salarié finalement. Donc est-ce qu'on est dans l'exécution loyale du contrat de travail en envoyant un client mystère? Là, c'était un salarié qui travaillait dans un restaurant libre-service. Le client mystère effectue une visite de contrôle et relève des manquements de la part du salarié. Le salarié est licencié à raison de ces manquements. Les juges retiennent la licéité de cette preuve car la procédure d'évaluation des clients mystères figurait dans un compte-rendu du CSE, de réunion du CSE, et les salariés avaient été informés préalablement de la possibilité de mise en œuvre de ce dispositif. Donc ça rejoint, alors c'est un arrêt nouveau sur le client mystère, mais en réalité ça rejoint ce qui existe déjà sur les écoutes téléphoniques dans les salles de marché ou ailleurs, ou alors sur les visionnages des postes de travail, etc. Donc dès lors que le mécanisme est mis en place, qu'il est annoncé dans une charte ou un accord collectif, eh bien, l'employeur peut se servir de la preuve, de ses moyens comme moyen de preuve pour aboutir à un licenciement. Mais là, dans ce que vous décrivez, c'est juste une information dans le cadre d'une réunion CSE. Là, oui. Sans avoir de procédure officielle. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Oui, oui. Et ça fait foi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, on ne sait pas si le client mystère c'était un autre salarié ou un détective ou un vrai client, si vous voulez. Je pense qu'il y a une distinction à faire. Si c'est un vrai client, mais qui est chargé de rapporter à l'employeur, c'était le cas, hein, l'information dans le cadre de la réunion du CSE peut être considérée comme suffisante. En tout cas, ça l'a été. Voilà. Si en revanche, c'est un mécanisme, une entreprise de surveillance extérieure qui est mandatée par l'employeur pour aller surveiller les salariés à leur insu, pour moi, ça ne rentrerait pas dans ce cadre-là. Je pense qu'il faudrait. Il y a un process avec le CSE qui est plus officiel. Oui, et puis ça doit être prévu dans un accord collectif, dans le règlement intérieur notamment. Hein, c'est souvent prévu dans le règlement intérieur, ce genre de mécanisme. Alors, on reste sur le droit de la preuve en matière prud'homale et nous avons 2 arrêts de l'Assemblée plénière, donc c'est dire l'importance de ces arrêts du 22 décembre 2023. Le premier concerne les enregistrements obtenus à l'insu d'un salarié devant le juge civil. La Cour de cassation considère que des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge dès lors qu'ils sont indispensables à l'exercice des droits du justiciable. Donc il revient au juge de vérifier si les preuves ne portent pas à une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse, notamment sa vie privée, la confidentialité, etc. Et deuxième arrêt dans le même jour, la Cour de cassation rappelle qu'en principe, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire.
et rappelle que la conversation privée qui n'est pas destinée à être rendue publique ne peut constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail. D'accord ? Donc, on a d'un côté un élargissement des moyens de preuve, puisque des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge. Donc, en droit du travail, ce qu'on a souvent, c'est quand même un enregistrement des entretiens préalables de licenciement, voire même des entretiens annuels d'évaluation. Ma consoeur ne me démentira pas, mais on reçoit quand même souvent des collaborateurs qui ont enregistré les entretiens préalables et les entretiens annuels d'évaluation. Voilà. Donc on se dit non, moi je ne veux pas les entendre, je ne veux pas les écouter. La jurisprudence change, c'est un moyen déloyal aujourd'hui, mais je pense qu'on va pas tarder à avoir des instances où certains confrères produiront des enregistrements d'entretien préalables. Mais ce qui est assez sensible dans ce que vous mettez, c'est en gros à charge de prouver que c'est indispensable aussi pour ce... C'est ça, exactement. Mais alors, un cas où ça peut être indispensable, par exemple, c'est lorsque le salarié n'aura pas pu se faire assister à un entretien préalable, par exemple. Un cas très récent auquel j'ai été confrontée, le salarié est en 100% télétravail. Il est mis à pied à titre conservatoire et immédiatement l'entreprise lui coupe les accès à sa messagerie, à l'intranet, etc. Il est convoqué à un entretien préalable 10 jours après, donc on s'est parfait sur les délais. Il me dit mais moi comment je fais pour trouver une personne de l'entreprise qui pour m'assister à l'entretien préalable, puisqu'on est en 100% télétravail, que les coordonnées du personnel de l'entreprise, elles sont sur l'intranet, qui m'a été coupée. Voilà. Donc typiquement, voilà, on pourrait imaginer qu'il vienne à l'entretien, qu'il enregistre l'entretien préalable, comme il n'a pas été assisté, c'est le seul moyen de preuve qu'il a de ce qui a été échangé au cours de l'entretien. Voilà. Donc concrètement, c'est pas ça. Enfin, je ne lui ai pas conseillé d'enregistrer l'entretien. Je lui ai conseillé d'écrire à l'employeur pour lui dire je suis en télétravail, je n'ai pas accès aux coordonnées du personnel susceptible de pouvoir m'assister, comme vous m'avez coupé les accès. Donc merci de me communiquer la liste et les coordonnées des membres titulaires du CSE. Voilà, et suppléants du CSE. Voilà, comme ça, on est dans les clous et l'employeur a répondu très rapidement et très volontiers. Mais on est sur un terrain qui change. Vous voyez, au niveau de la preuve, effectivement, à la faveur des nouvelles technologies aussi, des entretiens préalables qui sont faits par visioconférence, qui peuvent être enregistrés, ou alors où il y a un témoin dans la pièce qu'on ne voit pas à l'écran mais qui écoute tout ce qui est dit. Donc voilà, forcément, il va y avoir une évolution du droit de la preuve. Alors, cette fois, c'est un arrêt encore du 17 janvier 2024 qui concernait l'absence injustifiée. Est-ce que ça constitue nécessairement une faute grave ? Non, nous dit la Cour de cassation. Même si, en l'espèce, les absences étaient bien réelles, étaient bien injustifiées, mais elle ne rendait pas impossible le maintien dans l'entreprise, a considéré la Cour de cassation. Compte tenu de son ancienneté, de son passé disciplinaire irréprochable et de la nécessité de porter assistance à sa mère âgée, isolée et malade, les absences injustifiées ne constituent pas nécessairement une faute grave. Et donc là, ça constitue une cause réelle et sérieuse, donc avec paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du préavis. Sur l'absence injustifiée, je voudrais revenir sur l'abandon de poste. Parce que l'abandonneuse devait être considérée comme démissionnaire. Il y avait eu dans les FAQ du gouvernement une réponse là-dessus qui a été supprimée de la FAQ, donc qui laisse de nouveau la porte ouverte à la faute, oui. licenciement pour faute. Oui. Je crois que Pôle emploi devait se positionner récemment sur le fait qu'ils maintiennent les droits au chômage en cas de licenciement ou non. Est-ce que vous avez eu des échos là-dessus ? Alors moi, je n'ai rien vu sur le sujet. Bon, on est encore en début d'année, on est
Pôle emploi se transforme en France Travail, il y a d'autres sujets. Je n'ai rien vu, ni même en projet. Je ne sais pas si, Vanessa, vous avez vu des choses. Pôle emploi qui serait susceptible de venir réclamer aux employeurs les indemnités chômage versées aux salariés qui auraient été licenciés pour abandon de poste, vu qu'on met maintenant absence injustifiée, désorganisation de l'entreprise. Ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux, mais il n'y a rien d'avéré pour l'instant. Donc à suivre, hein, effectivement, pour le moment, on n'a pas de précision sur ce mécanisme. Et est-ce que vous avez des retours peut-être d'entreprises qui choisissent l'une ou l'autre des voies? Alors, pour moi, le mécanisme de licenciement pour faute grave est maintenu, hein, pratiquement. Enfin, j'ai aucune entreprise qui a risqué la démission. Voilà. Le président du Conseil des prud'hommes de Paris recommande également le licenciement et pas la démission. Voilà, pour rassurer tout le monde. Oui, non, mais je pense que c'est la prudence, effectivement, tant qu'on n'a pas noir sur blanc un mécanisme, un process bien défini, validé, il faut rester sur l'ancien mécanisme. En fait. Moi, j'ai juste une petite question sur la jurisprudence des absences injustifiées et la nécessité de porter assistance à un salarié âgé isolé. Est-ce que l'entreprise avait connaissance de ces difficultés? Non, c'était vraiment une absence injustifiée. Voilà, parce que là, effectivement, s'occuper de sa mère malade, isolée, etc., on peut considérer que c'est une forme de justification. Qui aboutirait finalement à ce que l'absence soit justifiée. Même s'il n'y a pas de travail et il n'y a pas de salaire, c'est une forme de justification. Donc là, il n'y avait pas du tout de justification. Cette justification est intervenue dans le cours de la procédure a posteriori, par le salarié qui a contesté son licenciement pour faute grave. Alors un autre arrêt également un peu plus ancien, mais toujours sur l'absence injustifiée qui me semblait intéressant. Le salarié peut-il être licencié pour absence injustifiée alors que l'employeur n'a pas organisé sa visite de reprise? Non, évidemment. L'employeur doit organiser une visite de reprise à la fin de l'arrêt d'un salarié pour accident du travail. Et en l'absence de cette organisation par l'employeur fautivement, le contrat de travail est toujours considéré comme suspendu, donc l'employeur ne peut pas le licencier pour absence injustifiée. Ça va de soi. D'une manière générale, même suite à un arrêt maladie, oui, le contrat de travail arrête d'être suspendu dès le premier jour de la reprise, oui, ou il reste suspendu jusqu'à la visite médicale? Alors non, il reprend à la fin de l'arrêt, mais l'employeur doit mettre en place immédiatement la visite de reprise, même si, compte tenu de l'encombrement des services interentreprises et médecine, parfois ça arrive une semaine après, mais l'organisation ça doit être prêt, l'anticipation pèse sur l'entreprise. Il faut organiser la visite. Si on a connaissance d'une pathologie, par exemple, un salarié s'est cassé une jambe, accident du travail, et on sait que le poste peut être à risque parce que machine dangereuse, technicien maintenance, peu importe, et que la visite médicale tarde à arriver, peut être parfois une semaine après la date de reprise. Est-ce que, le salarié, est-ce qu'on peut lui demander de rester chez lui? Oui. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il advient du salaire? Est-ce Alors, qu'il y a un maintien de salaire? Est-ce que c'est la sécurité? Alors moi, il n'est plus en arrêt de maladie. On n'est plus en arrêt de travail. Vous devez, employeur, assurer la santé et la sécurité du salarié. Vous considérez que la reprise sur son poste présente un risque. Donc il est de votre responsabilité, effectivement, de le dispenser de travail, mais tout en lui maintenant son salaire. Voilà. On n'est pas sur une mise à pied et la sécurité sociale ne le paye pas. Donc, voilà. Mais dans un cas comme celui-là, peut-être qu'effectivement, de manière prioritaire, la médecine du travail peut le recevoir très très vite. Voilà. Ou en tout cas, il faut anticiper au maximum sur la prise de rendez-vous. En fait, il va anticiper du travail.
Ça dépend des territoires, mais c'est vrai qu'en région parisienne, c'est compliqué. Très compliqué. Vous n'avez pas forcément l'information de savoir s'il va y avoir un renouvellement d'arrêt ou pas. Oui. Des fois, on se retrouve dans des situations... Mais oui, parce que, voilà, oui, et puis en fait, effectivement, anticiper, ça voulait dire fixer un créneau d'une heure qui finalement est débloqué, puis qui est vide. Enfin, c'est... voilà, c'est un peu la problématique que rencontrent nos médecins aussi. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de leur demander de prolonger l'arrêt jusqu'à la date de la visite médicale obtenue? Oui, non, c'est pas interdit. Voilà, c'est pas interdit. C'est pas interdit. On peut le suggérer. On peut le suggérer. Voilà, on peut le suggérer. Est-ce qu'on peut lui imposer des congés payés? Non. On a fait le tour des solutions. Bien, restons donc sur, dans le domaine un petit peu médical. Et là, j'avais sélectionné un arrêt sur l'inaptitude et la médecine du travail, justement, du 13 décembre 2023. Si le médecin coche sur l'avis d'inaptitude la case mentionnant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur est tenu à une obligation de recherche de reclassement dans tous les établissements hors de ce site. Tous les établissements du groupe hors de ce site. Okay. Et quand est-ce que l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement? Alors, je ferai peut-être pour la prochaine fois un focus sur l'inaptitude, parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence, et c'est seulement s'il coche l'une des deux cases, danger grave et imminent, ou fait obstacle à tout reclassement. Voilà, donc c'est uniquement dans ce cadre-là, et uniquement s'il n'ajoute pas une réserve à la main au bout de la ligne. J'ai vu un arrêt de travail, un avis d'inaptitude fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, donc la case était bien cochée, mais il avait ajouté au bout, à la main, mais ne fait pas obstacle à une formation en vue d'un autre poste. Alors l'employeur était complètement perdu parce que pas de reclassement, mais formation. Donc je lui ai conseillé la prudence et de proposer des formations conformes aux préconisations, mais surtout pas un licenciement tout de suite pour impossibilité de reclassement. Mais il y a beaucoup de jurisprudence. Un autre arrêt du 10 janvier 2024 sur la reprise du paiement du salaire. L'employeur qui a rempli son obligation au titre des propositions de reclassement n'est pas dispensé de reprendre le salaire à l'issue du délai de 1 mois, même si la procédure de reclassement allonge la procédure de licenciement. Un employeur qui mène la procédure de reclassement de manière loyale va nécessairement allonger, ça va peut-être passer le délai d'1 mois, mais il faut reprendre le salaire, okay, même si le reclassement n'aboutit pas. Excusez-moi, par contre, quand on est sur les formulaires de médecine du travail, oui. Il y a cas de dispense de l'obligation de reclassement, oui. Et effectivement, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, oui. Et l'autre, c'est l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Oui. C'est jamais dans l'entreprise, en fait. Et ils mettent bien que c'est une de ces cases qui fait dispense de l'obligation de reclassement. Oui, mais... C'est à cause de l'arrêt, en fait, qui a précisé récemment que quand il y avait eu un ajout par le médecin du travail du fait que c'était lié à l'établissement, l'employeur avait l'obligation de s'assurer que possible. Normalement, si les c'est l'entreprise coche la case, on est dispensé de tout reclassement. De tout reclassement. Exactement. Ensuite, un arrêt sur la clause de non-concurrence, un arrêt du 24 janvier 2024, où le salarié, la Cour de cassation considère que le salarié qui méconnaît, même sur une période limitée, sa clause de non-concurrence, ne peut prétendre au versement de la contrepartie financière afférente à cette clause. Donc ça va de soi, mais quelle que soit la durée du manquement, eh bien, c'est exonératoire de la contrepartie financière. Alors le même jour, on a eu un arrêt sur la modification du lieu de travail qui concerne la mobilité. En l'absence de mobilité prévue par une clause contractuelle, pour apprécier le sens du secteur géographique,
La Cour de cassation s'appuie sur 3 critères. La facilité d'accès des transports en commun entre 2 communes aux horaires de travail du salarié, la difficulté de mise en place de covoiturage et les conséquences de l'usage du véhicule personnel, fatigue, frais financiers, etc. Et ici, j'ai plus en tête les lieux considérés, mais la Cour a considéré qu'au vu de la distance séparant les 2 sites et des moyens de transport les desservant, le nouveau lieu de travail ne faisait pas partie du même secteur géographique que le précédent et l'employeur avait commis une faute en imposant un nouveau lieu d'affectation sans proposer un avenant, sans soumettre un avenant au contrat de travail accepté aux salariés. Donc on étend quand même la notion du secteur géographique et on le précise avec ces 3 critères, notamment la notion de covoiturage maintenant qui est à prendre en compte avant de voir si on est dans le même secteur ou pas. C'est incroyable, ça suppose donc qu'on aille voir s'il y a des salariés qui habitent à proximité du... Voilà, c'est ça, ça étend l'obligation, effectivement. La prudence, finalement, c'est dans tous les contrats de travail de mettre une clause de mobilité. Voilà, parce que là, il n'y avait pas de clause de mobilité. Et c'est ça l'origine du problème. Hein. Donc, voilà, même si on sait qu'on ne quittera jamais, a priori, son siège social, etc., on ne sait jamais. La prudence, un alinéa dans le contrat de travail, et vous êtes à l'abri de ce genre de préoccupations. Alors, on a eu un arrêt du 13 décembre 2023 sur les départs en vacances sans accord de l'employeur. Ça arrive régulièrement. Et ici, on a un arrêt d'un salarié qui avait été licencié pour faute grave parce qu'il avait été absent tout le mois d'août sans avoir prévenu son employeur. Il saisit le conseil de prud'homme, il conteste son licenciement et invoque un accord verbal. La Cour de cassation retient la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais rejette la faute grave. La Cour de cassation confirme en retenant que le salarié ne peut prendre des congés sans l'accord de l'employeur et sans pause préalable, même en cas de non-respect de la part de ce dernier des délais relatifs au congé. Mais l'absence ne constitue pas une faute grave parce que, en l'espèce, elle ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail puisque l'absence avait lieu en août où il y avait moins d'activité. Donc le salarié, s'il avait respecté son process, etc., aurait très bien pu être absent en août régulièrement. Donc son absence ne constitue pas une faute grave. Voilà, il fallait oser. Parce qu'on peut considérer qu'effectivement en août il y avait moins d'activité dans ce type d'entreprise. Si ça avait été une entreprise du tourisme par exemple, la solution aurait pu être différente. Voilà. Ou en août effectivement il fallait que tout le monde soit là. On peut penser, c'est ce qu'on peut penser en lisant cet arrêt. Alors le 10 janvier 2024, j'ai choisi ici un arrêt sur le forfait jour. On a des décisions sans cesse sur cette fois la périodicité des entretiens annuels dont on sait qu'ils sont obligatoires au moins une fois par an pour que l'employeur remplisse son obligation de s'assurer de l'équilibre entre la vie professionnelle, vie privée, charge de travail, etc. Et ici, le forfait a été dépassé à plusieurs reprises pendant 3 ans. Le salarié conteste, demande l'inopposabilité de son forfait jour. La Cour d'appel déboute le salarié puisque le retard de l'employeur dans l'organisation des entretiens annuels lui semblait légitime. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Et l'employeur ici est considéré comme avoir manqué à son obligation légale et conventionnelle. Donc, peu importe les dysfonctionnements internes subis par l'entreprise, l'employeur est tenu, la Cour le rappelle, d'organiser ses entretiens annuels.
Et il faut vraiment insister sur cette jurisprudence, parce qu'il y a encore de nombreuses entreprises qui ne font pas d'entretien annuel spécifique sur la charge de travail. Et je rappelle également que ça doit être un entretien spécifique, différent de l'entretien annuel d'évaluation. On ne peut pas se contenter d'aborder le sujet en fin d'entretien annuel en cochant une case. Il faut vraiment, quitte à ce que ce soit le même jour, mais qu'il y ait une convocation spécifique et un formulaire différent. En fait, c'est vraiment hyper important pour justifier de votre que l'obligation a été remplie. Votre vision, c'est qu'il y a toujours autant de contentieux sur les rappels d'heures. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et moi, ça ne baisse pas du tout. Et comme la jurisprudence s'affine, on a vraiment beaucoup d'arrêts. En 2023, on en a eu plusieurs très importants sur les forfaits jours. Les forfaits jours deviennent de plus en plus difficiles à appliquer à la lettre, finalement. Et on se rapproche vraiment d'un contrôle de la charge de travail. Donc, voilà, le contrôle de la charge de travail devient vraiment un élément prudentiel à mettre en place, même pour les cadres au forfait. On a cette problématique sur le contrôle de la charge de travail et on a aussi de la jurisprudence sur le manque d'autonomie du salarié. Voilà, le collaborateur dit cadre autonome qui ne l'est pas, à qui on impose une plage d'arrivée le matin, une plage de sortie, une plage pour la pause déjeuner, n'est pas un vrai cadre autonome et l'entreprise risque l'inopposabilité de la clause de forfait jour, en fait. Un dernier arrêt sur le très récent 7 février 2024 sur le repos journalier conventionnel. Un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en invoquant notamment le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qui n'avait pas respecté les 12 heures de repos journalier conventionnel entre deux services. La Cour d'appel avait constaté que la durée du repos n'avait pas été respectée ponctuellement et avait débouté le salarié puisqu'il n'apportait pas la preuve du préjudice. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et réintroduit la notion de préjudice de principe. La Cour de cassation retient que l'employeur doit s'assurer du respect d'un temps minimal de repos hebdomadaire nécessaire à la protection de la santé et de la sécurité du salarié, que, ne l'ayant pas fait, le seul constat par le salarié du non-respect de ce repos journalier conventionnel crée nécessairement un préjudice au salarié et en porte réparation. Voilà, et est d'un motif accessoirement qui aboutit à la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'intérêt de cet arrêt, c'est le nécessaire préjudice tiré du seul constat du manquement de l'employeur. Voilà, on avait eu un arrêt qui date de juin 2016 sur la suppression du préjudice dit nécessaire, donc qui est réintroduit par touche. Comme ça, on a eu plusieurs arrêts en 2023 sur la réintroduction du préjudice nécessaire, c'est-à-dire sans nécessité pour le salarié de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique. Voilà. Du coup, les cadres en forfait jour sont aussi soumis à ce système. Absolument, tout à fait, absolument. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est rappelé en général dans les clauses contractuelles du contrat de travail. Les clauses de repos, alors là c'est 12 heures, souvent c'est 11 heures, légalement c'est 11 heures. Dans les clauses de forfait jour, il faut rappeler, effectivement, vous bénéficiez d'un repos hebdomadaire de 11 heures consécutives, de 24 heures consécutives hebdomadaires, etc. Il faut le rappeler. Et bien voilà pour ce tour de jurisprudence récente et puis ce tour sur l'actualité sociale. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez discuter d'un sujet ou un autre d'actualité chez vous, dans vos entreprises. Je suis là pour ça. Très bien. Merci à tous d'être venus et puis on tient à échéance régulière ce type d'animation 3 fois par an. Vous êtes les bienvenus pour une prochaine animation. Merci. Merci de votre écoute. Merci.